Ça y est, c'est arrivé, définitivement cette fois-ci, notre cher Éric Zemmour, le berbère le plus français de souche des Algériens, vient d'être condamné pour des propos anti-musulmans. À l'époque, en 2016, il avait tenu des propos plus qu'insultants, racistes, envers la communauté musulmane et les musulmans dans leur ensemble, sachant que la communauté musulmane, forcément, c'est l'ensemble des musulmans, peu importe leur pays ou leur origine ethnique. Donc là, c'est ferme et définitif. Il a été condamné pour propos racistes. Donc c'était durant l'émission C'est à vous, c'était en septembre 2016 sur France 5. Il avait laissé entendre différentes choses, en particulier des termes que je vais reprendre là pour juste valider définitivement ce type dans son racisme viscéral et haineux. À l'époque, il avait dit entre autres qu'il fallait laisser le choix entre l'islam et la France aux musulmans. Donc la cour d'appel avait estimé que ces deux passages télévisés où ils visent les musulmans dans leur globalité et contiennent une exhortation implicite à la discrimination. Ça, c'est le jugement qui le dit. C'est un fait. On peut le dire. Il peut tourner ensuite tout ce qu'il veut, M. Zemmour, puisqu'il a toujours la parole dans tous les plateaux de télé et dans ses articles de presse, à toujours occulter ce qu'il arrange dans ses condamnations et à mettre en avant les propos qu'il est le seul à tenir et d'où il n'a aucune source si ce n'est son cerveau malade. C'est validé. Il peut s'étouffer avec sa haine. Ce type est un raciste et je continuerai moi, et j'espère que d'autres gens continueront, à chaque fois le dénoncer et à lui renvoyer dans la tronche tous ces mensonges et lui renvoyer aussi également qui il est, d'où il vient et de quel lieu il parle avec sa haine, parce que ce type-là n'est pas légitime dans ce pays. Pourtant, il a la couverture médiatique, il a un écho incroyable, il est relayé par la presse régulièrement, sans problème, quoi qu'il arrive, peu importe qu'il soit condamné, qu'il crée des polémiques, qu'il soit insultant et irrespectueux, peu importe, il est toujours là, il a toujours accès à la tribune. Il y a un pouvoir en France, un espace-temps à part, où certaines personnes naviguent à l'intérieur et elles sont protégées, peu importe ce qui se passe, contrairement au reste des citoyens de ce pays qui, eux, n'ont pas cet avantage-là. Ils sont terre à terre et dès qu'ils font quelque chose d'illégal, ils sont sanctionnés et ils disparaissent à jamais de la tribune. Or, M. Zemmour et une certaine clique dont il est affilié a cette possibilité de naviguer dans cette zone entre chien et loup assez étrange parce qu'il n'y a pas d'explication rationnelle qui les immunise. Ils sont immunisés contre tout dérapage, peu importe ce qu'ils font. Ils transgressent, ils insultent, ils sont protégés. Il faut bien le comprendre. Si ensuite on me dit qu'il y a une égalité dans ce pays, une fraternité et une justice, je rigole et après je demande juste à ceux qui affirment ça de fermer leur bouche à tout jamais parce qu'ils sont aveugles, ils ne savent pas dans quel pays ils vivent. Ou alors ils se bercent d'illusions. Et là c'est encore pire. Ils peuvent continuer, hein, mais un jour ils vont se prendre une porte dans la tête. Elle va être méchante, la chute, et le réveil il va être violent. Donc ce cher monsieur Zemmour, il avait entre autres affirmé, sans gêne, comme ça, de manière assez péremptoire, ceci: tous les musulmans, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, considéraient les djihadistes comme de bons musulmans. Alors à l'époque, moi, ça m'avait fait bondir et j'allais pas m'exciter pour poster. J'aurais pu écrire un article à l'époque. J'en ai pas écrit. J'en avais déjà écrit avant et je vais probablement en écrire d'autres après, au moment venu pour apporter un complément d'information, pas pour parler, ça sert à rien, mais pour compléter quelque chose et pour démentir de manière factuelle avec des informations claires, vérifiables, qui permettent de détruire définitivement les arguments mensongers de cette crapule. Donc j'aurais pu en parler, réagir et m'exciter tout seul, comme certains l'ont fait d'ailleurs. À la fin, c'est pas constructif. Il faut être intelligent avec ce genre de raciste, ce genre de menteur, protégé de surcroît. Donc vous pouvez toujours parler, vous n'aurez pas la tribune. Il faut être intelligent. Et si vous avez une tribune, elle sera toujours en sous-marin, elle sera marginale, donc elle atteindra pas grand monde. Elle servira pas à la cause en réalité. Donc autant être intelligent, même si c'est difficile hein, de pouvoir se faire entendre. C'est la seule arme qu'on a, dont on dispose. Donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Il faut juste être intelligent, respectueux, et ne pas se laisser faire, ni courber les chines devant ces criminels protégés, surprotégés, avec notre argent, parce qu'ils ont tribune la presse publique, la télévision publique et la radio publique, entre autres, mais pas que. Mais en partie, donc nous finançons leurs mensonges et leurs attaques gratuites. Et ça, il n'y a aucune raison qu'on les laisse passer. Aucune. Absolument pas. Donc ce cher Zemmour, puisqu'il affirme que les musulmans sont quelque chose de parasitaire, qu'ils n'ont rien à faire en Europe, qu'ils imposent leurs lois, que tous les musulmans, qu'ils le disent ou pas parce qu'ils savent ce que pensent les musulmans, considèrent les djihadistes comme étant de bons musulmans, ça relève du mensonge. C'est-à-dire qu'il a une idée, il a un avis sur les musulmans, donc il les imagine comme des criminels. À la base, hein, c'est même pas de dire qu'il est djihadiste ou pas, les musulmans, non. Il parle du musulman en général. Il le considère comme un criminel,
Et ensuite, il réfléchit à comment lier les musulmans de base à ceux qui commettent des attentats, c'est-à-dire ce que eux appellent les djihadistes. Nous, les musulmans, on n'appelle pas ça les djihadistes, ceux qui commettent des bombes. C'est des mécréants, c'est des criminels, c'est tout sauf ces djihadistes. Djihadiste, c'est un terme qui a été inventé en Occident par les journaux occidentaux pour diaboliser. Alors, je ne sais pas dans les pays anglo-saxons comment ils appellent. Je pense que c'est djihadiste aussi, avec une petite variante probablement, mais c'est le djihadisme, le djihadiste, et ces termes-là, avec le mot djihad inclus, c'est typiquement européen. On n'appelle pas ça les djihadistes, nous, les mecs qui vont, entre guillemets, faire la guerre sainte. Entre guillemets, parce que la guerre sainte, c'est pas un truc chez nous, ça. C'est typiquement européen, c'est chez les croisés. Nous, on n'a pas de guerre sainte. On a un effort, le djihad. On a un petit djihad et un grand djihad. Le petit djihad, c'est la guerre défensive. Défensive. Qu'on fait quand on est musulman et que notre groupe, notre société, notre nation, on va dire pour faire simple, est attaquée. Nous devons faire ce petit djihad. Le grand djihad, c'est le djihad qu'on se fait contre soi-même, et ça, c'est archi connu. Si M. Zemmour, le menteur pathologique, le raciste islamophobe, se renseignait un minimum, comme il le dit, j'ai lu le Coran, tout son baratin, j'ai trouvé à chaque page, dans le Coran, il est dit qu'il faut zigouiller un chrétien ou un juif à chaque page. Et il y en a plein qui l'ont démonté très facilement, n'importe qui ouvre le Coran, et ensuite, il peut jeter Zemmour à la poubelle. Et tous ses livres. Si M. Zemmour s'était donné la peine de se renseigner sur ce qu'était le djihad, il aurait tout de suite changé son discours parce qu'il est mensonger, n'importe qui sait que le djihad, ce n'est pas faire la guerre, c'est le petit djihad qui est une guerre défensive. À aucun moment on attaque les gens. Ensuite, s'il se réfère sur l'islam wahhabite, c'est-à-dire la secte wahhabite, alors là, il parle d'autre chose, ce n'est pas l'islam. Et c'est ces gens-là, les wahhabites, qui sont clairement non musulmans, au même titre que les sionistes, les juifs sionistes et les musulmans wahhabites, on va faire comme ça, on les met ensemble, on enlève musulmans, on enlève juifs, on garde wahhabite, on garde sioniste, c'est la même personne. Simplement, pour chaque région du monde, pour chaque, entre guillemets, religion, on a donné des noms à ces agents qui sont impliqués dedans et qui créent le chaos, donc le crime organisé et légalisé sous couvert de religion. Alors que c'est absolument pas le cas. Pour détruire une religion, on peut faire que inventer quelque chose et on l'incorpore, un mensonge donc, et on l'incorpore camouflé dans cette religion avec l'habit du religieux. Ne dit-on pas que l'habit ne fait pas le moine? Pour le coup, c'est clairement le cas. On devrait avoir cette citation à l'esprit quand on regarde les musulmans wahhabites, l'idéologie wahhabite, parce qu'il y a des wahhabites, musulmans wahhabites qui suivent donc le dogme wahhabite et qui n'ont pas encore compris que c'était une secte. Ils sont peut-être sincères dans leur pratique, mais ils devraient réfléchir au dogme et au commandement de cette secte, car ils sont à l'encontre de ce que recommande le Coran et ce que Dieu prône dans sa religion. Alors que il devrait faire ce travail de réflexion propre pour se sortir de cette secte. Au même titre que ceux qui sont pro-sionistes chez les juifs, ils devraient peut-être se réveiller, mais ça c'est un autre débat. C'est compliqué. Ça va très très loin. C'est une introspection tellement profonde qu'elle remettra en cause la vie de millions de gens, que ce soit en Israël, ailleurs dans le monde, ou chez les musulmans, en Arabie et au Moyen-Orient, etc. Et même en France d'ailleurs, où cette mouvance, elle est tellement impliquée dans la pratique de ces personnes-là que ce serait remettre en cause toute leur foi, on partirait très très loin. Dieu se suffit à lui-même. S'il voulait éradiquer l'humanité entière, il le ferait. S'il voulait zigouiller les mécréants, il le ferait. Il faut juste bien qu'il le comprenne, ça. On peut insulter tous les prophètes, Dieu n'a pas besoin de ses ouailles, entre guillemets, pour protéger ses prophètes, pour protéger leur honneur. Il n'a pas besoin d'eux. Au nom de Dieu, ils se rendent des supplétifs de Dieu et ils tuent les gens sur terre. Mais Dieu ne l'a pas fait. Et il n'a pas autorisé à le faire. Pourquoi ces criminels qui sont donc des criminels s'octroient ce droit? Le wahhabisme a autorisé ça. Il suffit de se renseigner. Ensuite, tous les adeptes du wahhabisme qui vont commencer à critiquer et gueuler, passez votre chemin. Je ne vous adresse même pas la parole. Vous renseignez-vous. Je parle du dogme wahhabite. Je ne parle ni de son fondateur on s'est servi de ses écrits et de sa pensée pour en faire ensuite cette secte criminelle qui dirige la Arabie Saoudite et qui a infesté tout le monde musulman. Mais depuis quelques décennies, les gens commencent à se réveiller. Mais c'est long, c'est un grand travail. Et les Occidentaux en profitent. Ils savent très bien que c'est pas l'islam, qu'on nous a mis ça sur le dos et qu'on a continué. Et les agents européens étaient là pour le développer, le wahhabisme. Les agents britanniques, les anglo-saxons, les européens en général, dans leur ensemble, ont été impliqués dans l'expansion du wahhabisme. Et ils peuvent crier sur tous les toits qu'ils n'y sont pour rien. Tous leurs agents secrets ont travaillé là-bas, on le sait, les Britanniques en particulier. Trêve de détours et de digression, revenons à ce que je disais au départ par rapport à monsieur criminel, monsieur le raciste, monsieur Zemmour. Ce monsieur donc ne sait pas de quoi il parle. Beaucoup de monde, beaucoup de gens ont parlé sur lui et l'ont suffisamment démontré, je ne vais pas revenir là-dessus.
Mais personnellement, j'aimerais revenir juste quelques années en arrière, où il avait déjà été condamné une première fois pour un... Donc c'était la même chose, hein, c'était des propos condamnés pour provocation à la haine raciale envers les musulmans. À l'époque, il faisait la promotion de son dernier livre, Le Suicide français, que moi personnellement j'aurais, et j'appelle toujours l'assassinat israélien, mais chacun voit midi à sa porte, ou Benjamin Netanyahou à sa fenêtre. Son livre qui devait sortir donc le 1er octobre 2014. Au même moment, dans un timing absolument parfait, Michel Houellebecq battait lui aussi le pavé médiatique pour son futur livre qui s'appelait à l'époque Soumission. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet ouvrage. Donc il devait initialement sortir le 7 janvier 2015. Sauf que il y a eu ce que vous savez par rapport à Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Donc, parce que ce livre, il anticipait le premier président musulman élu en France en 2022 et qui immédiatement, dès qu'il sera élu dans ce livre, il instaurera la charia en lieu et place de la République. Ouh, ça faisait peur. Ça fait peur d'ailleurs. C'était le contenu du livre qui s'appelait donc Soumission, qui devait sortir le 7 janvier 2015. Et donc la promotion de ces deux livres elle était stoppée net avec les tueries donc de Charlie Hebdo et de l'hypercacher qui a eu lieu le 7 janvier. Donc des semaines durant, du 1er octobre 2014 au 6 janvier 2015, ces deux écrivains, entre guillemets, ont passé leur temps à faire monter crescendo une espèce de peur viscérale envers l'islam. Ça a bien rappelé au monde entier que les musulmans, c'est méchant, la charia, c'est caca, et l'islam, c'est une maladie transmissible qu'il faut absolument éradiquer. Peu importe le traitement, il faut que cela cesse. C'est leur message à ces deux hurluberlus. Le timing pour la sortie de ces ouvrages et l'occupation médiatique qui leur a été offerte par la télévision, publique en particulier, fut pour moi, à mes yeux, phénoménal et d'une puissance insultante incroyable envers la communauté musulmane qui représente quand même un certain nombre de Français dans ce pays, de contribuables. C'est une insulte phénoménale avec notre propre argent. On paye quelque chose pour donner la tribune, on paye donc le service la taxe de télévision pour donner des tribunes à cette crapule, à ces deux racistes haineux. Et quand on voit le gabarit de ces oiseaux, on comprend qu'ils ont rien, à part la haine, ils n'ont rien à proposer. C'est des lâches en fait. Donc le timing pour la sortie de ces deux ouvrages et l'occupation médiatique était juste phénoménal. Mais le summum, ça a été atteint pour le 20h de France 2, avec à l'époque, il y avait David Pujadas qui donc, a reçu Houellebecq. Il l'a reçu à quel moment? Il l'a reçu la veille des attentats. Et ça, pour moi, à mes yeux, ça reste encore inexplicable. Le soir, donc à 20h, Pujadas reçoit Houellebecq qui fait peur à tout le monde avec ses propos. Les musulmans, ils vont faire ce qu'ils veulent en France, ils vont soumettre tout le monde. Paf, le lendemain matin, ça a été stoppé net. Parce que le lendemain matin, il y a eu Charlie Hebdo, ce qui est assez hallucinant en soi. Donc le terrain, il était prêt, et tout le monde allait devenir Charlie, parce qu'on avait juste la veille donné la dernière information pour conditionner les gens. C'était vachement pratique. 20 heures, il y avait, je sais pas, 6, 7, 8 millions de personnes qui devaient regarder. C'était un événement à ce moment-là pour la sortie de Soumission de Houellebecq. Zemmour, 6 mois avant, il a fait la campagne le suicide français, les musulmans, le suicide français, les musulmans. Hop, janvier, Houellebecq, il arrive avec son torche-cul. 20 heures, Pujadas, et le lendemain matin, Charlie Hebdo. L'alignement des étoiles, il était parfait. Le petit diable a bien organisé la mise en place de ces événements, il a donné ses infos à qui il fallait, et la machine médiatique a suivi. C'est magistralement bien organisé. Et ce jour-là, la France, elle est devenue totalement folle, littéralement. Comment expliquer cet étrange travail de préparation psychologique, parce que c'est un travail de préparation, qui a été effectué par ces deux pauvres misérables faux écrivains? Coïncidence, concours de circonstances, ou plus probablement, comme j'aime à le dire, conjonction de coordination? La question, en tout cas, elle reste posée. La haine viscérale d'Éric Zemmour envers l'islam et en particulier les arabo-musulmans n'est un secret pour personne et ça ne date pas d'hier. Surfant sur cette vague haineuse, il se sent pousser des ailes. Il va parfois jusqu'à pousser l'audace mensongère à son paroxysme. Il n'a aucune limite. Par exemple, lorsqu'il déclare sans gêne aucune, je cite, aujourd'hui nous ne sommes plus dans l'immigration, nous sommes dans un remplacement de population. La fameuse, le fantasme du grand remplacement. Par immigration, il sous-entend les Noirs et les Arabes exclusivement, évidemment. À ses yeux, les musulmans sont en train d'occuper le territoire français dans un but de remplacement de l'autochtone. L'autochtone français de souche. On exclut tous les juifs, peu importe qu'ils soient là depuis 500, 600, 700 ans. Le français de souche, c'est un Européen de souche. Ils viennent du Moyen-Orient, ils dégagent. Zemmour dégage. Parenthèse fermée. Une colonisation qu'il affirme pure et simple, c'est ce qu'il affirme dans ses propos. Il faut avouer que pour sortir une ânerie de ce calibre, il faut soit être déficient mental, je me pose la question, soit avoir été bercé trop près du mur, c'est possible,
soit être incroyablement fourbe. Au final, je pense qu'il est les trois à la fois. Mais ce qui force le respect, et celle définitivement la lâcheté d'Éric Zemmour, c'est qu'en définitive, ce qu'il attribue faussement aux arabo-musulmans, en terre française, correspond en réalité à un autre remplacement de population. Et il est bien réel celui-là et qui concerne exclusivement ces coreligionnaires juifs qui colonisent la Palestine depuis 71 ans maintenant. Là, c'est véritablement un remplacement de population. Ce n'est même pas de l'immigration, ça ne l'a jamais été. Pourquoi il n'en parle jamais de ça? Parce que là, il a un cas effectif qui a lieu en live. Il peut le regarder tous les jours à la télévision, ou même, puisqu'il est juif, il peut se rendre en Israël sans aucun souci et aller observer de visu ce qui se passe là-bas. Ça lui donnerait une idée de ce qu'il affirme en France. Et il verra qu'il y a quand même quelques petites différences tout de même. Ce qui est plus drôle, c'est que lui, le berbère algérien de confession juive, qui radote sur tous les plateaux car Rome ont fait comme les Romains, a-t-il oublié ses origines, le très cher Éric Zemmour? Et surtout, il a peur d'être remplacé. Mais par qui, Éric? Par qui? Avant toute chose, pour être remplacé, encore faut-il être titulaire, faire partie de l'équipe. Or, comme ses origines le prouvent, il n'est pas titulaire de l'équipe de France, fille aînée de l'Église. Pas de la synagogue, de l'Église. C'est pas moi qui le dis. Hein. Du moins, en tout cas, il n'est pas plus titulaire qu'un Algérien, Marocain, Tunisien ou un Sénégalais musulman de nationalité française. Il a juste profité d'un changement de réglementation, un espèce d'arrêt Bosman avant l'heure, lui qui aime le foot, ça va lui parler, plus connu sous le nom de décret Crémieux. Enfin, ça, Crémieux, c'est pour la para. En fait, à la base, il s'appelle Isaac Jacob Adolphe Crémieux. Il est né à Nîmes dans les années bissextiles 1796. Donc, ce monsieur Crémieux, il a fait un petit coup de pouce communautaire à ses frères d'outre-Méditerranée, c'est-à-dire l'Algérie, et il leur a offert la nationalité française. Mais Zemmour ne le parle pas, donc ils ont été titularisés il n'y a pas très longtemps en fait. Et Zemmour titularisé au Maghreb. À la base, ils étaient censés rester là-bas. Pays qui les a accueillis, enfin région qui les a accueillis et qui leur a offert la possibilité de s'enrichir et d'être protégés durant des siècles, ce qui n'était pas le cas en Europe, puisqu'ils avaient fui l'Europe, ses ancêtres. Ils sont passés par l'Espagne, par la Grèce, par l'Italie, ils sont arrivés au Maghreb et ils ont prospéré. Ensuite, une fois que la colonisation a été faite puis défaite, ils ont eu cette option, cette opportunité, par un de leurs frères qui est resté au pays, c'est-à-dire en France, qui a progressé dans la hiérarchie, de sorte à arriver au gouvernement et pouvoir instituer une loi. Il leur a tendu la main fraternellement en leur offrant la nationalité française. Et ainsi, ils ont pu revenir en France de manière tout à fait normale, en étant français avec des papiers et des citoyens français. Ce que n'était pas le cas des autochtones algériens, qui, comme mes parents, mes grands-parents, qui sont restés des sous-hommes dans leur propre pays. Ça, Zemmour, il n'en parle pas. Il était où le grand remplacement à ce moment-là? Ça n'existe pas, ça compte pas? Non, bah évidemment. C'est toujours à géométrie variable. Mais ça, on a l'habitude avec ces hypocrites. Donc ce qui a offert à ses ancêtres d'obtenir la citoyenneté française et donc aujourd'hui Éric Zemmour de profiter de sa grande liberté d'expression pour ouvrir sa grande gueule et raconter toujours autant de mensonges. Elle a du bon la France, hein, n'est-ce pas Éric Zemmour? Une si grande gueule sur un si petit corps, cela n'a absolument aucun sens. Pire, ça viole toutes les règles de proportionnalité de physique élémentaire. Il faut le savoir quand même. Il défie les lois de la nature. Ce mec est un cas à part. Là où le digne représentant des olives berbères, Zemmour veut dire Olivier, se suicide littéralement, c'est qu'il ignore volontairement de parler du fait que 90% de ses corolégionnaires séfarades et ashkénazes squattent les masses médias, que ce soit à la télévision, dans les journaux, les radios, les agences de publicité, les organismes de financement culturel, c'est très important de le dire, les maisons d'édition littéraire, etc. À commencer par lui-même. Il est l'exemple type, la pièce étalon de ce remplacement, et j'omets volontairement le domaine politique, les banques et le cinéma. Même la viande, prétendument halal, est gérée par ses corolégionnaires. Une grande partie de la tête dirigeante et pensante de la France est occupée par des gens venus d'Afrique du Nord et d'Europe de l'Est, et qui ne sont ni noirs, ni arabes, ni musulmans. Catholiques encore moins. Alors oui, mon cher Éric Zemmour, nous sommes effectivement dans un remplacement de population en France. C'est le cas, on peut le dire. Celui de la communauté de Zemmour, qui, comme le coucou qui pond ses œufs dans le nid d'un tiers, ouvre grand la bouche pour recevoir la béquille du peuple français en se faisant passer pour légitime. Une chutzpah de haute volée pour ce délinquant condamné pour injure raciale, et je le répète, condamné pour injure raciale, qui continue pourtant, et il va continuer encore, de bosser à la télévision, la radio, dans la presse écrite. Si on transcrivait les actions et propos de Zemmour sur un terrain de football, alors il serait celui qui tacle par derrière les deux pieds décollés sur un joueur qui n'a pas le ballon et qui n'est même pas sur le terrain. Ça mérite un carton rouge.